Alors l'informatisation, on la voyait venir hein, dans les années 80. Il y avait, je pense en particulier à un collectif sur Toulouse qui s'appelait le Clodo, le comité pour la liquidation organisée et le détournement des ordinateurs, qui avait mené une série d'actions. C'était l'époque, on n'était pas encore dans la micro-informatique, hein, mais c'était l'époque où l'informatique commençait à se généraliser dans les entreprises, et puis par la suite dans les différentes administrations d'État, à commencer par la police et la justice. Et donc ces gens-là, qui ont d'ailleurs jamais été arrêtés, avaient mené un certain nombre d'actions, principalement qui consistaient à incendier des bâtiments où étaient stockés la grosse informatique, enfin les machines, je sais pas, de différentes entreprises, etc. Et avec à chaque fois une revendication dénonçant l'informatisation de la société, etc. Alors évidemment, quand on raconte tout ça, tout ce qui s'est passé là, dans ces années 70-80, la relative facilité, si on compare avec maintenant, à vivre sans travailler en menant une vie large et sans souci, comme dit Richard Widmark dans le film Les Forbans de la nuit. Et par rapport à maintenant, évidemment, tout a radicalement changé. Là. Maintenant, on est dans une situation où la métropole exerce un contrôle absolu et une tolérance zéro sur les comportements. Et où de plus en plus, enfin on y tend, hein, on n'y est pas encore, mais on y tend, où de plus en plus les habitants de la métropole que nous sommes tendent à devenir de plus en plus transparents, quoi, voilà, tous les dispositifs de contrôle et de répression. Quoi. Et alors, ça me fait penser que, pour revenir à ce que je disais au début sur ce refus du travail qui était divergent, les gens qui partaient à la cambrousse faire des communautés, les gens qui restaient dans la métropole, voler, braquer, etc. Je pense que maintenant on est dans une autre reconfiguration où au contraire il y a une espèce d'exode de la métropole et où des gens s'organisent sur des bases quelque part territoriales. Parce que nous, notre problème, c'est que par ce mode de fonctionnement, on devenait de plus en plus hors sol. On devenait de plus en plus hors sol et à la limite, on finissait par fonctionner en apnée sociale. Et donc là, moi je vois bien, là, ces dernières années, j'ai été invité dans différents endroits, mais dans des bleds perdus dont j'aurais jamais pensé dans les années 70 que j'aurais été invité à rencontrer des gens et à avoir des communautés, enfin, des gens qui sont en train de construire du commun avec quelque chose de fort, d'intense, de puissant. Dans les années 70, même 80, on parlait de la campagne, pour nous c'était un lieu, c'était un désert. C'était un désert social, un désert politique. Au milieu, il y avait quelques hippies qui élevaient des chèvres en Lozère ou en Ariège, mais ça s'arrêtait là. Or là, on commence à voir des gens qui s'organisent justement pour déserter le travail, qui s'organisent de différentes façons. J'ai eu l'occasion d'aller un peu partout, en Bretagne, dans le Limousin évidemment, dans les Pyrénées, dans le Tarn, en Lozère, en Aveyron, dans les Cévennes, en Haute-Provence, etc. Et j'observe le même truc d'ailleurs dans les pays voisins, hein, en Italie, en Espagne. Il y a des gens qui s'organisent pour déserter le salariat et être en même temps créatifs, quoi. Engager des savoir-faire et occuper des lieux et s'inscrire dans la durée. Ce que nous, on n'arrivait pas à faire. Évidemment, on pense tous, là, plus que jamais à l'exemple magnifique de la ZAD, Notre-Dame-des-Landes. Moi, j'ai beaucoup d'estime et de respect pour les zadistes, pour cette expérience complètement inédite pour les gens comme nous, qui vient un peu, quelque part, qui commence là où la nôtre finit. C'est-à-dire là où notre pratique de l'illégalité finissait par nous isoler, eux ouvrent un espace de rassemblement, quoi, de communication, au sens le plus fort du terme, et qui est également un espace de partage pratique, quoi. Nous, qu'est-ce qu'on partageait? C'était des combines pour pas aller au taf, c'était très bien d'ailleurs, hein. Je n'ai absolument aucun regret, mais c'est vrai que l'argent est quelque chose d'extrêmement ambivalent, puisqu'il facilite bien des choses, il les complique sous d'autres aspects, quoi. Je me rappellerai toujours la première fois où j'ai fait un gros coup, ce que j'appelle un gros coup, c'est-à-dire quelque chose,
dans les 35-40 bâtons, chose qui pouvait permettre de vivre 2 ans. Avec le copain qui faisait le chauffeur, on avait mis tout le fric, les liasses de billets sur une table basse. Et on était resté là à prendre l'apéritif, à vider une bouteille de whisky en silence, en regardant ce tas de billets de banque là, et à sentir un peu l'esprit du monde quoi, qui se dégageait de ce tas, à sentir la magie qui opérait, mais c'était vraiment ça, c'était magique quoi. Et c'était tellement magique que nous, habituellement si bavards, on était là, on regardait ça, on est resté là pendant 2 heures sans dire un mot quoi. C'était quelque chose, c'était vraiment impressionnant quoi. La vérité, hein. Non, c'est beau comme une crèche. Ouais, c'était plus beau que la crèche de Noël, quoi. Qui est aussi quelque chose qui a à voir avec le sacré, selon d'autres modalités. Évidemment, ce paquet, il a pas duré 2 ans pratiquement. On comptait pas. Ce qui était génial, c'est qu'on ne comptait pas. On dépensait sans compter. Mais du fait qu'on avait de l'argent, comme je l'ai dit, on ne développait pas tout un tas de formes d'activités, de formes d'expression, quoi. Ça nous manquait pas jusqu'au jour où ce collègue devait aller au Chiapas, filer la main aux indigènes zapatistes et se demander qu'est-ce que je sais faire. Et la vérité, c'est qu'on ne savait pas faire grand-chose. Après, il y avait quelques savoir-faire, mais bon, il y a eu dans la bande, par exemple, il y avait un gars qui était ouvrier imprimeur. Je vous laisse imaginer comment il a pu exercer ses compétences. On était bien content qu'il y ait un gars qui ait fait une école professionnelle, qui ait travaillé pendant quelques années dans une imprimerie, pour avoir des savoir-faire que personnellement je n'avais pas. On avait une amie, par exemple, qui était une faussaire de génie, qui avait fait un peu les beaux-arts, savait faire les tampons à encre, qui sont les plus difficiles à faire. Les tampons à sec, c'était assez facile. Hein. Voilà, des savoir-faire comme ça. Des savoir-faire artisanaux, disons. Maintenant, évidemment, les donnes sont très différentes. Je vois là, maintenant, les gens, par exemple, les gens qui braquent, par exemple, c'est quoi maintenant? Je vois à Marseille, les gens qui braquent les tirelires de la Brinks, c'est pas du tout les francs-tireurs de l'époque. C'est un gars, un employé de la Brinks, qui va vendre l'information à un mec en place, un parrain, on va dire, qui peut la rétribuer cash, qui, lui, se charge de rassembler l'équipe, de l'envoyer, de l'équiper en armes, tout ça, de l'envoyer en opération, de récupérer, de recycler les billets, de salarier ses employés quelque part, quoi. On est vraiment dans une toute autre configuration. Les escroqueries, c'est pareil. Maintenant, les grandes équipes d'escrocs, c'est quoi? C'est presque tous des gens qui viennent de l'Europe de l'Est, de Chine, ancien régime stalinien, où il y a des ingénieurs informatiques et électroniques hyper qualifiés, mais sous-payés, qui demandent pas mieux que de bosser pour préparer des faux documents qui seront exploités dans d'autres pays à l'autre bout de la planète. Et donc là, évidemment, c'est pareil, il y a des parrains qui organisent, qui recrutent, qui salarient. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'avec l'informatisation et l'électronisation de tous les dispositifs de contrôle, tant au niveau financier que policier, on s'est fait quelque part même déposséder de ça, de la possibilité de voler. Ça, c'est la situation actuelle. Et le fait est que, bon, je vois bien comment les gens qui ont 20-25 ans maintenant, avec qui ça m'arrive de discuter de tout ça, de raconter un peu ces histoires, comment ils galèrent, quoi. Mais en même temps, je dis, ce qui est extrêmement positif, ce qui est fécond, c'est cette inversion de tendance, quoi. Cette inversion de tendance, alors évidemment, c'est pas du tout le même rapport au monde qu'on avait, nous, à prendre du fric en 48 heures, à ramasser 20-30 bâtons, à sortir les billets, les liasses de billets comme ça. C'est un autre truc. Mais c'est quelque chose qui se rapproche au fond beaucoup plus de ce à quoi on aurait rêvé au départ, de ce à quoi on aurait aspiré initialement. Puisque, au fond, quelque part, nous, on braquait, on cassait, ou on arnaquait quelque part par défaut. Par défaut, parce que dans les années 70, la situation verrouillée qui était celle de la France, hein, c'était pas l'Italie, ni même l'Espagne post-franquiste, ne laissait pas d'autre espace. Alors, voilà, en gros, ce que je voulais un peu raconter de façon sommaire, sans trop rentrer dans les détails. Bon, évidemment, on a laissé des plumes en chemin, des gens se sont fait arrêter, on fait de la prison, bien qu'encore
Ceux qui sont tombés pour des bracos ont pris beaucoup plus, bien sûr. Mais bon, même si globalement, quand même, le coefficient reste rationnel. Mais c'était quand même, comment dire, ce qui était bien, c'est que ça a opéré, ça a créé un champ d'expression, un champ de communication qui était complètement extérieur à tout le cadre du militantisme politique, syndical, classique qu'on rejetait absolument et que je rejette toujours. Et ça, c'est-à-dire nous, on n'est pas là pour une espèce de téléologie finale, une espèce de grand soir. C'est là, c'est maintenant, là. C'est maintenant que ça se passe, que le changement, qu'on joue notre vie, on va... D'ailleurs, les militants, on les entendait parler, ils parlaient toujours de leur activité comme d'un travail. Ah, nous, on fait un boulot politique, nous, on fait un boulot de boîte, on fait un boulot de quartier. C'était assez affreux, quoi. Oui, mais parce qu'au fond, parce que les raquettes politiques, les partis, les groupuscules, ça sont quelque part fonctionnent sur le modèle de l'entreprise, avec sa hiérarchie interne, bien évidemment, en plus, et avec cette mentalité laborieuse, quoi. Alors pour nous, c'était surtout les premiers temps quand on a commencé à voler, ça avait quelque chose de très joyeux, de jubilatoire, évidemment. Ça l'était moins quand on se retrouvait en prison, mais on savait que ça faisait partie des aléas. Mais il y avait un côté de jubilation, il y avait un côté de... Comment dire c'était l'inverse des passions tristes, quoi, qu'on voyait dans l'univers des militants. Et ça, c'est peut-être le truc le plus fort qui nous a porté, qui fait qu'on est encore là, qu'on a survécu, en particulier qu'on a survécu aux ignobles années 80. Particulièrement ignoble. Voilà, bon, en gros, ce que je voulais dire à propos de tout ça, quoi, puisque, comme vous pouvez constater, parler du travail proprement dit, je peux en parler qu'en négatif, quoi. Certains parmi nous avaient bossé, hein, avaient fait des boulots, pour la plupart, puisque nous n'avions... La plupart d'entre nous n'avions absolument aucun diplôme et aucune qualification. Bon, beaucoup avaient bossé, fait ce qu'on appelle les petits boulots de merde. Olivier Siran va venir nous en parler tout à l'heure. Ça, on avait enfilé les boulots de merde. Moi, personnellement, j'ai jamais travaillé que 2 mois dans ma vie pour avoir des fiches de paie pour un procès quand j'avais 18 ans. J'étais ouvrier d'entretien. Maintenant, on appelle ça technicien de surface, je crois. Donc, mais en 2 mois, ça va, j'avais le temps de comprendre beaucoup de choses, quoi. Et ça m'avait encore plus motivé pour sortir du truc. Donc le travail, moi je peux en parler qu'en négatif, quoi. Je peux pas en parler comme par exemple Jean-Pierre Levaré en parle dans Putain d'usine et tous ces bouquins dont je recommande chaudement la lecture, qui sont des bouquins absolument géniaux. Donc c'est un gars qui a été ouvrier, maintenant je crois qu'il est retraité, qui a été ouvrier dans une usine de produits chimiques de la banlieue de Rouen, et qui a écrit une série de livres. Il y a Putain d'usine, il y a Classe Fantôme, enfin, je suppose qu'il y en a peut-être même quelques-uns en vente là. Je ne peux que recommander la lecture des bouquins de Levaré, où il parle à la première personne de son quotidien d'ouvrier, etc. C'est d'ailleurs quelqu'un qu'on aurait pu inviter aujourd'hui. Ce sera pour la prochaine fois. Des questions? Non? Tout vous paraît clair? Il y a un truc que tu as dit en passant. Oui. Que à cette époque, vous étiez en rapport, en relation, plus que ça même, avec des immigrés, enfants d'immigrés des quartiers. Bon, il y en avait certains dans nos équipes d'ailleurs. Parce que ça, c'est quelque chose qui a toujours été dans tous les milieux, quel que soit le mode d'action, ça a toujours été le point faible. D'ailleurs, encore aujourd'hui, j'imagine que les enfants d'immigrés, enfants d'immigrés, sont pas majoritaires parmi nous. Là. Ils sont pas aussi représentés qu'ils le sont dans la population. C'est toujours c'est la lacune permanente. Et à ce moment-là, cette lacune a été comblée. C'est pas qu'elle était comblée. D'abord, on avait des copains qui étaient, beaucoup, on était
nous-mêmes d'origine immigrée, européenne pour la plupart. Oui, non, mais je parle. Mais il y je avait parle des. des Non, Arabes. mais il y avait. Oui, j'ai bien compris. Non, on avait des copains, hein, on avait des copains arabes ou kabyles avec nous, avec qui on faisait des choses. Hein. C'est vrai que c'était une minorité. Après, quand il y a eu la révolte des banlieues en 80-81, c'est vrai qu'il y a eu des. On allait à la rencontre, évidemment, des gens des banlieues. Quoi. Et c'est vrai que il y avait une complicité qui s'établissait très vite à partir du fait de pratiquer la reprise, etc. Il y avait une connivence immédiate. Là, il y avait tout de suite. Il n'y avait pas besoin de faire des grands discours. Puis il y avait des choses qui se percevaient, qui se captaient tout de suite. Et je sais qu'on avait rencontré les gens des Menguettes en 80. À un moment donné, on a fait quelques trucs avec certaines de ces personnes-là. Hein. Avec des copains de Vitry aussi, le fameux Moustaphe, là, le sultan noir de la cité Cousy. On a eu des échanges de services, on a eu des petits trucs. Le problème, c'est que les mecs dans les cités, les mecs étaient un peu prisonniers quelque part de la cité. Dans les cités, les mecs montaient plus soit au braco, soit partaient sur du deal. Quoi. Escroquerie, c'était pas trop le truc, bien que certains l'aient eu fait. Mais le problème, justement, alors c'était eux, les gens des cités, c'était l'inverse de nous qui étions quelque part un petit peu hors sol. Bien que, bon, on venait tous de quelque part quand même, hein, certaines de cités d'ailleurs. Le problème, c'est que quand on monte sur des trucs aussi chauds qu'un braco dans une cité où ça peut parler, où des choses peuvent se savoir, où des surveillances policières peuvent aussi s'exercer plus facilement, les gens se retrouvent facilement en prison. Mais par exemple, les mutineries de 85, en particulier la première grosse mutinerie, celle de Fleury-Mérogis, d'abord dans les mutineries en général, ça c'était un truc important, la plupart des gens qui déclenchaient les mutineries, c'était souvent des braqueurs. J'ai un ami à Marseille là, qui s'était fait arrêter pour des braquages en solitaire, braqué avec un canoncier, avec une moto de cross. Il a fait quelques braquages, il s'était fait arrêter, il avait pris 7 piges. Et en 87, ça a été celui qui a déclenché la mutinerie de la prison des Baumettes, qui a abouti à la destruction de 2 bâtiments de la prison. Et donc c'était souvent des braqueurs, quoi, les gens, des voleurs en tout cas, des gens qui avaient quand même déjà un certain rapport au monde qui n'était pas celui du dealer. Et en plus, il y avait moins de dealers à l'époque que maintenant dans les prisons, ce qui change quand même la donne. Les dealers n'ont pas de mentalité, quoi. Il y avait quand même une mentalité, comme on dit chez moi, qui existait à travers le monde des voleurs. Donc les gens qui déclenchaient les mutineries, souvent c'était des gens qui étaient eux-mêmes dans une démarche un peu de rébellion, pas forcément assumée. Tout le monde n'était pas comme Jacques Messrine, qui lui a été jusqu'à l'assumer dans des discours, dans des actions. Mais c'était... et les textes qui sortaient de Fleury-Mérogis, il y avait un type par exemple qui était emblématique de ça, c'était un gars qui se faisait appeler Q, Mioubi Djelali, qui était donc un jeune arabe de la banlieue nord, qui était un braqueur, et qui était un gars qui écrivait, c'était lui qui rédigeait la plupart des textes, des déclarations des mutins de Fleury-Mérogis. Et c'était des textes limpides. Je veux dire, il y avait une intelligence à la fois tactique et stratégique dans l'écriture de ces textes, dans la formulation des exigences des mutins, qui en nous, ça nous laissait admiratifs. Quoi. Donc c'est vrai qu'il y a, après, ça s'est poursuivi dans les murs. Mais ça, c'est une époque aussi. Après, l'héroïne a détruit toute une génération, hein, que ce soit dans les cités ou même des proches, des gens proches. On en a beaucoup perdu. Hein, dans les années 80, c'était les années où toute une génération s'est détruite à la poudre. D'autres sont sombrés dans l'alcoolisme. Certains, encore pire, sont rentrés dans une vie normale, le boulot, la femme, les gosses. Enfin, ouais, c'est arrivé, pas souvent, mais c'est triste à dire. Voilà, mais c'est vrai qu'après tout ça, c'est perdu. Tu veux, ça, dans les années 80, parce que des trajectoires ont éloigné les uns et les autres. Par exemple, un gars comme Moustaphe de Vitry, le voleur d'avion, lui c'est un gars qui a disparu carrément de la circulation. Je sais qu'il a fait beaucoup d'années de tôle pour avoir tué un dealer de son quartier. Il détestait les dealers.
C'était un des gars qui avait lancé le Rock Against Police à Vitry en 80, qui avait mené tout un tas d'actions, et c'était des jeunes qui avaient 17-18 ans, quoi. Et donc évidemment qui étaient aussi des petits délinquants, des petits voleurs, quoi. Et ses frères avaient fait de la prison pour braquage, tout ça. Et alors lui il disait voler des voitures c'est dépassé, maintenant il faut voler des avions. Et il l'a fait, le plus beau c'est qu'il avait commencé à passer son permis d'avion sur un petit aérodrome de Seine-et-Marne. Et après il est parti au Texas où c'était plus facile. Au Texas il a trouvé moyen de se retrouver en tôle pour avoir frappé un flic, on a dû envoyer des ronds pour le faire sortir de là. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai entendu Moustaphe au téléphone qui avait une toute petite voix. Et quand il est revenu, il s'est rendu avec un copain à lui, de sa cité, il s'est rendu dans cet aéroport de Seine-et-Marne, ce petit aérodrome avec des petits avions. Et il a piqué un avion et en se repérant par rapport aux lumières du périphérique, il a survolé sa cité à Vitry, les copains étaient tous au courant. Et il a survolé la cité comme ça, dans tous les sens, pendant 2 heures. Et puis après, il a été atterrir dans un terrain vague, il y avait quelqu'un qui attendait qu'une voiture, et bon, Scapavi, ils sont sortis dans les journaux. C'est pour ça qu'on l'appelait le Sultan Noir. Parce qu'à l'époque, il y avait un gars qui s'appelait les Barons Noirs. Donc, un gars qui s'amusait aussi à passer sous la tour Eiffel en avion. Et Moustaphe, par exemple, c'était un gars qui était passé à la télévision. Il y a un truc où il parle, là, qui circule un peu sur certains réseaux sociaux en ce moment, où il était très jeune, il avait 17-18 ans, après l'assassinat d'un jeune de sa cité. Il est invité à parler avec un éducateur de la cité, qui n'a rien eu à dire, parce que quand Moustaphe parlait, tout le monde écoutait. Et lui, il avait dit à la télévision, il dit, moi, travailler, moi, jamais. Moi, je travaillerai jamais. Moi, mon père, ils l'ont fait travailler dans les chantiers de construction, ils y ont bousillé sa santé, là maintenant, il a mal de partout, ils l'ont traité comme un chien, comme un moins que rien. Voilà, nos parents, ils ont assez travaillé pour enrichir la France, moi, je ne travaillerai jamais. Il a tenu parole. Donc voilà, c'était ça aussi, tu me parlais, il y avait des gens comme ça. Mais évidemment, quand sont arrivés après des trucs comme même la marche contre le racisme pour l'égalité des droits en 83, c'était déjà, on était sur un discours plus acceptable par la société, on n'était pas dans ce discours-là de rupture radicale, quoi. Je parle même pas alors évidemment après de SOS Racisme, c'est tombé. Mais voilà, et tu rencontrais, je cite le cas de Moustaphe, c'était vraiment un gars qui avait aussi une capacité de revendiquer, quoi. Parce qu'en fait c'était toujours le truc, les gens disent ouais, vous justifiez le vol, vous justifiez le pillage. Non, on le justifie pas. On l'a jamais justifié, quoi. On l'a toujours revendiqué, évidemment. On était pour le vol, pour l'escroquerie, pour le pillage, au détriment des banques, évidemment, des hypermarchés, tout ce que on allait rançonner aussi les boutiques de luxe avec des chéquiers volés, tout ce qu'on voudra, quoi. On était bien sûr qu'on le préconisait. Chaque fois qu'on rencontrait des gens, on voyait des gens qui galéraient, qui faisaient des boulots de merde, ou qui étaient en fin de droit, le chômage leur supprimait les salons. On disait, si vous voulez, il suffit de piquer des chéquiers, tout ça. Et puis c'est pas très compliqué, quoi. Il y avait un truc qu'on faisait au début, c'était d'aller... On avait un ami qui avait été danseur à l'opéra, qui était un peu introduit dans les milieux bourgeois, enfin les milieux de la chorégraphie, tout ça, tu vois, un peu, sur la culture. Et donc on l'envoyait dans des soirées bourgeoises, et sa mission c'était de piquer le chéquier et les papiers d'identité de quelqu'un dans un manteau, de se mettre aux toilettes, de subtiliser un chèque avec le talon, et de reproduire sur un papier la signature de la carte d'identité, remettre le chéquier, la carte d'identité dans la veste, sur le porte-manteau. Et après on signait, parce qu'il avait existé un truc qui s'appelait le chèque au porteur. Alors là on pouvait prendre bon. Et tu allais avec une carte d'identité, n'importe laquelle, mais il fallait aller à la banque du gars. C'était chaud, parce que si le gars s'était aperçu quand on lui avait tiré un chèque... mais bon, ça s'est toujours bien passé, donc on allait, on prenait... et on repartait avec du cash, sur un seul coup. Hein. Ça, on le faisait. Mais après, en 78, l'État a interdit les chèques aux porteurs pour des raisons de contrôle fiscal. Pas à cause de ça, parce que... Donc voilà, il y avait des trucs comme ça, et là, on tapait. C'était chaque fois, on savait qu'on tapait sur les comptes en banque des gens qui étaient pleins de fric. Quand même. Parce qu'évidemment, on n'allait pas... on n'allait pas arnaquer des smicards. D'abord parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent sur leur compte. Mais voilà, mais pour revenir à ta question sur le rapport avec les jeunes immigrés, c'est vrai qu'il y a eu cette connivence, et moi je dis, nous notre équipe, mais je sais qu'il y a eu d'autres équipes qui l'ont vécu, ça, tu vois. Et le fait est que
dans la première, l'autonomie parisienne, on va dire, de 77 à 81, ce qui est pour moi, quand je dis l'autonomie à Paris, c'est ça, hein, cette époque, cette séquence-là, qui est consécutive à la révolte des jeunes en Italie, qui sert un peu de modèle, et qui tente un peu justement de s'attaquer à la métropole globale, qui n'y réussit pas vraiment, parce qu'en fait, on est dans la queue de la comète de 68. Mais moi, il y avait pas mal, il y avait des jeunes de cité, il y avait des Arabes, il y avait des Noirs, bien sûr. Plus que maintenant, par exemple, ça c'est sûr. Mais aussi parce que l'apartheid social et ethnique n'était pas aussi accentué qu'il peut l'être maintenant. C'est ça aussi. Hein. Ça a marqué quand même. Les connivences étaient plus faciles à établir. Quoi. Là, on est dans une autre configuration. Et là, j'avoue que j'ai pas de réponse à apporter. Voilà. Oui. Pourquoi Notre-Dame-des-Landes, c'est une réalisation de votre projet initial? Parce que notre projet initial, nous on était en rupture avec tout. Avec l'école, avec la famille, avec la perspective du salariat. Mais évidemment, après, bon, quelle forme de rapports sociaux on constitue qui nous permettent évidemment, dans une situation verrouillée, on ne peut vivre que des expériences fortes, de communautés très fortes, mais qui sont vécues en négatif. Quoi. Puisque ce qu'on vivait, c'était toujours en négatif. Puisque c'était illégal, puisqu'en quelque part, on se réintégrait par effraction dans la société marchande. Or, Notre-Dame-des-Landes, je cite ce cas parce qu'on est tous très heureux de la victoire qu'ils viennent d'enregistrer, que c'est un truc assez inespéré. Et puis ensuite, parce que là, maintenant, tous les jeux ne sont pas faits, bien au contraire. Ce qui va se poser à Notre-Dame-des-Landes, que les camarades ont posé, enfin, moi, je suppose qu'ils en ont parlé ou qu'ils vont en parler, c'est la question de construire à partir d'un territoire déterminé, de construire le commun, la communauté. Le communisme, la communisation, selon vos nuances de pensée, vous l'appellerez comme vous voulez, ça revient au même en final. Mais c'est vrai qu'il y a des matériaux sur lesquels travailler de façon concrète. Alors que nous, le seul truc sur lequel on travaillait, en quelque sorte, c'était quelque chose de purement négatif. Quoi. Alors je dis ça parce que je ne voudrais pas que des gens pensent et une vision peut-être... je ne sais pas, peut-être que j'encourage cette vision un peu romantique, si tel est le cas... C'était pas mon propos. C'est vrai qu'on a bien rigolé, c'était super, mais je veux dire, ça a été aussi, il y a aussi des moments très éprouvants. Il y a des gens qui ont fait de la prison, il y a etc. Il y a eu de l'asphyxie sociale à un moment donné, hein, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et tout ça fait que maintenant, si j'en parle, c'est aussi parce que je peux avoir un recul sur tout ça, quoi. À l'époque, évidemment, on avait la tête dans le guidon, on adhérait complètement à notre forme de vie, ce qui est la caractéristique d'ailleurs d'une forme de vie, je pense. Mais on ne voyait pas, de toute façon, on voyait pas d'opportunité, de champ d'expérimentation s'ouvrir. La première fois où on a vu ça, c'est quand on a appris cette fantastique nouvelle, l'insurrection zapatiste au Chiapas, en 1994. Et là, ça nous a réellement... comment dire, ça nous a amené à... Ça a été d'abord une bouffée d'oxygène énorme. Et ensuite, ça nous a amené à... Ça nous a aidé, quoi, à mieux remettre un peu en perspective tout ce qu'on avait vécu, qu'on vivait encore, hein, d'ailleurs, parce que... Et... parce qu'évidemment, les zapatistes ont... Plus je veux pas dire, je suis pas un admirateur inconditionnel des zapatistes. La question n'est pas là, c'est que c'est une expérience qui suit son chemin de toute façon, qui se poursuit. Mais ils ont réussi à créer quand même un espace d'expérimentation qui a produit du commun. C'est difficile à quantifier, mais enfin quand ils font une manif à San Cristobal, ils sont capables de mobiliser 40 000 personnes cagoulées. Considérant qu'ils laissent à peu près autant de gens dans les communautés rapport à une attaque éventuelle des paramilitaires, ça veut dire que c'est une expérience qui couvre quand même beaucoup de gens et un territoire important, quoi. Donc voilà, pour nous, ça a été quelque chose dont on a beaucoup discuté, quoi, entre nous,
à une époque où on commençait déjà à ressentir les limites de cette forme de vie illégale, etc. Et donc moi je pense que là maintenant, nous on était complètement métropolitains, quoi. On était des urbains, c'était le truc du rock'n'roll, tout ça, c'était quelque chose de complètement métropolitain, les enfants du béton. Or maintenant la métropole elle ne présente plus aucune des failles qu'elle présentait à l'époque. J'aurais jamais pensé, quand j'avais 15 ans, 20 ans, 25 ans, que plus tard, on repenserait à cette époque-là comme d'une époque où on avait les coups des franches, où on avait une certaine liberté. C'est hallucinant, mais c'était ainsi. Là, on voit bien que tous ceux qui ont participé à des actions, au mouvement contre la loi El Khomri, tout ça le savent très bien. Hein. Maintenant, on est dans un verrouillage total, quoi. On voit bien comment se passe le manif. C'est même pas métaphorique. Ouais, moi, j'étais à la manif du 14 juin, j'ai jamais eu l'impression d'être enfermé comme ça. Alors qu'à l'époque, le maintien de l'ordre, il nous canardait pour qu'on se disperse. Et se disperser, fuir, quelque part, c'est ce qu'on a fait toute notre vie. Aussi, tu vois. On était dans cette logique-là, allez, on prenait de l'argent là, on faisait un coup ici, papa, putain, on disparaissait, on fuyait. Et c'était pas un problème d'avoir des faux papiers. Donc on fuyait, on était sans arrêt sur des lignes de fuite, quoi. Un peu à l'image de quand on allait dans un baston de fin de manif, il nous canardait, il laissait toujours une ou deux issues pour qu'on s'enfuit. Là maintenant, le paramètre est plus du tout celui-là. Le paramètre, c'est la NAS. Le paramètre, c'est d'enfermer. Il est carrément pénitentiaire. Moi, je l'ai vu au 14 juin 2016, on était enfermés de tous côtés. J'étais juste devant la ligne des gendarmes mobiles, on a failli mourir étouffés, quoi, à un moment donné. Puis sans parler, après, là, cette espèce de mascarade là, à la Bastille, où les syndicats ont appelé à manifester dans une enceinte grillagée. Là, mais on est vraiment dans un... À l'époque, quelqu'un aurait parlé d'un scénario comme ça, il aurait provoqué une hilarité générale, quoi. Malheureusement, maintenant, ça ne fait pas trop rire, quoi. Et c'est le schéma, quoi. C'est-à-dire tolérance zéro réellement. Les dispositifs ont acquis une telle puissance et en même temps, le capitalisme a atteint aussi un tel niveau de désintégration, a réussi à opérer un tel niveau de désintégration sociale et de précarisation, qui doit de toute façon être dans la surenchère sécuritaire, antiterrorisme, toutes ces salades, quoi. Où ça n'existait pas à l'époque. Pourtant, je veux dire, j'en parlais tout à l'heure avec des anciens, là, le niveau de violence qu'on dégageait, que ce soit dans les manifs, dans les concerts, par exemple dans les concerts de rock, les bastons qu'il y avait, c'est des trucs, maintenant, ils en parleraient pendant 6 mois à la télé, il faudrait voter des nouvelles lois rien que pour ça. Il y avait beaucoup plus de violence sociale à l'époque, de violence diffuse, quoi. Le niveau d'affrontement était beaucoup plus dur, quoi. Je veux pas dire qu'on était plus mariole que les gens de maintenant, c'est pas ça, hein, je veux dire. Mais il y avait un espace d'expression plus large, probablement. Là, maintenant, on sent que ça se rétrécit, jusqu'au point de manifester autour de l'Arsenal, entre des grillages, avec fouilles à l'entrée, quoi. Et ça, c'est vrai que... mais c'est une métaphore de ce qu'est la métropole globalement, quoi. Les dispositifs... et c'est pas simplement les dispositifs de surveillance, la vidéosurveillance, on parlait et ça va nous arriver, la reconnaissance faciale... qui sont en train d'expérimenter, de mettre en place en Chine, ça va nous arriver un jour ou l'autre. Là, c'est le cauchemar absolu. Ils l'ont déjà mis en place dans certaines villes en Angleterre. Donc évidemment, là, ça va être l'asphyxie totale. Et donc je pense qu'il va y avoir un processus de fuite de la métropole vers ce qui était jadis la campagne. Et j'en veux pour preuve les densités humaines, les densités politiques que je rencontre quand je vais dans des endroits assez isolés. Du Mexique, là, au Mexique, par exemple, tout ce qui se passe de puissant, de fort et de nouveau au Mexique actuellement, ça se passe dans le monde de paysans, dans le monde rural. Pourtant, il y a des luttes, hein, même à Mexico, dans les colonies, dans les quartiers périphériques, des gens s'organisent. Mais là où il y a vraiment la puissance, c'est en dehors de la métropole. Parce que la métropole atomise, désintègre, la métropole prive les gens de tout langage, de toute présence au monde, quoi. On voit bien, à Mexico, 25 millions d'habitants, les gens ne font que se croiser, quoi. Je suppose que l'agglomération parisienne va un peu vers ça aussi.
Donc je pense qu'il va y avoir un mouvement inverse. Nous, on revendiquait presque ce côté métropolitain à l'époque. On était presque fiers. Voilà. Or maintenant, on va vers le processus inverse, je pense. Enfin, c'est des lignes de... Oui. Ah. Ah, il faut qu'il y en ait un qui se jette. Hein. Maintenant, qu'en est-il des brèches Tu le sais mieux que moi. Moi, il y a une chose qui me frappe dans ce que tu dis, c'est qu'il y a eu un moment où, dans la métropole, tu avais une possibilité pour des gens qui venaient de partout et d'ailleurs d'être anonymes. Ah oui. Hors salle. Et donc, ça permet de ne pas être identifié. Et la différence, en fait, avec une cité, c'est que pour les mecs de cité, la puissance, elle est là. Leur connexion, elle est là. Les complicités, elles sont là. Bien sûr. Mais en même temps, la cité te surveille. Oui, C'est-à-dire pas que t'es obligé d'anonymat. d'avoir tel comportement, tel truc, et tout se sait. Et donc c'est une faiblesse relative. Et hors de cette cité, ils sont hors sol, et ils n'ont pas l'habitude. Et moi, ça m'avait frappé en 2005. Les émeutes, elles étaient locales, et les mecs se transportaient pas ailleurs, parce qu'ailleurs, ils n'ont plus cette puissance. Voilà. Et quand tu parlais d'ailleurs de l'illégalité, je crois qu'il y a des choses qui sont très différentes, parce que le deal, c'est un commerce. C'est un commerce illégal, et c'est un commerce. C'est pas le même rapport au monde. Voilà. Hein. Ben non, ça veut dire gestion des stocks, fourniture, et puis des petites mains. Et en fait, on voit que c'est du capitalisme sans frein. Enfin, c'est un capitalisme idéal, quoi. Pas de stock, pas d'impôts, pas de rien, aucune médiation. Voilà. Et puis il y a aussi, on le sent, un côté très capitaliste. Il y a beaucoup de gens. C'est un peu la morale des films à la Gabin, où les bandits ne veulent que vivre comme des bourgeois. Tout ce qu'ils veulent, c'est mettre des sous de côté pour s'acheter un bar. Ce qui était vrai pour les mecs du milieu. Hein. Et bah oui, c'est ça, c'est ça. Et on sent aussi dans les cités ce côté-là, c'est-à-dire de s'établir. C'est-à-dire c'est un raccourci vers en fait le conformisme. Quoi. Tout à fait. Hein. Mais nous, on a côtoyé des mecs du milieu, ça nous arrivait. Moi, des mecs, des copains d'enfance, des copains d'école à Marseille qui sont devenus des mecs du milieu. Quoi. On se croise, des fois, on prend l'apéro, mais je veux dire, une fois je rencontre un mec dont je sais qu'il est proxo, un mec que j'ai connu quand j'avais 5 ans. Le mec, il me montre une fille, force blonde, il me dit, ah, tu vois, cette petite, elle me fait gagner 20 000 par mois. Moi, je lui réponds sèchement, tu sais ce que j'en pense, hein. Et lui, il me répond, oh, toi, tu as toujours été spécial. Je sais vraiment pas les mêmes mondes, quoi. Ah oui. C'est vraiment pas les mêmes mondes. Et c'est vrai que dans les cités de banlieue, pour ce que je vois, enfin en tout cas de Marseille, jadis c'était plus... La délinquance était peut-être plus rock'n'roll, j'ai envie de dire, plus liée à une bande de copains qui délirent. Là maintenant on est dans des stratégies professionnelles, quoi. Absolument. Puis bon, évidemment, comme tu dis, le deal, c'est vraiment... Il y a des employeurs, il y a des rétributions avec une hiérarchie des salaires entre le chouf qui est juste à l'entrée de la cité, le gars qui détient le produit, celui qui traite avec la clientèle, qui fait l'interface, etc. Il y a une police aussi, parce que de toute façon, par exemple, en 2005, pourquoi à Marseille, dans les quartiers nord, ça n'a pas tellement bougé? Parce que les gens qui contrôlent le charbon, comme on appelle ça, ils ont dit, oh, on ne veut pas d'embrouille avec la BAC, parce que ça va foutre en l'air le business. Le business, c'est ça. Voilà. Mais voilà. Mais sinon, pour répondre à ta question, là, les failles, je pense que elles existent. Bon, on l'a vu, Notre-Dame-des-Landes. Qui aurait cru, il y a 6 ans de ça, avant l'opération César, qui aurait misé un centime sur le succès de ce truc-là? Et le succès de ce truc-là, c'est pas seulement d'avoir fait couler ce projet débile d'aéroport. Le succès de ce truc-là, c'est que des liens se sont créés, des liens qui sont pas près de s'éteindre, quoi. Des liens puissants, en plus entre composantes hétérogènes. Chose que nous, on ne vivait pas à l'époque. On ne connaissait pas, on n'avait pas cette sensibilité, cette ouverture à l'hétérogénéité. Et ça c'est des failles, oui, ça c'est des... Après, bon... Ça veut dire qu'ils sont 300 bien déterminés, mais ils peuvent être 20 000 un mois plus tard. Les zadistes, ils peuvent mobiliser, ils ont eu des manifs où ils étaient jusqu'à 60 000 une fois, quand ils ont bloqué le pont de Chaviré. Ça veut dire quand même qu'il y a des dynamiques de constitution, une communauté restreinte, puis c'est 300 personnes.
mais que cette communauté, elle rebondit aussi sur un rapport de force politique qui se construit, qui amène 60 000 personnes à bloquer le pont de Cheviré, à dire voilà, si vous attaquez la ZAD, on est là. C'est pas pour rien que le projet a été abandonné. Et ça, c'est énorme, ça, parce que là, il y a une dialectique qui s'enchaîne, dont on sait où elle commence, mais dont on ne sait pas jusqu'où elle peut aller. Et justement, à Notre-Dame-des-Landes, le succès de la lutte contre l'aéroport, il est peut-être en train de sonner le glas de l'expérience sociale, paradoxalement. Ça, on va voir. Ça c'est les camarades zadistes qui peuvent y répondre. Peut-être. Moi, j'ai été là il y a quelques jours. Bon, je pense... Ça, là, les jeux sont pas faits. Mais bon, je cite la ZAD, mais c'est un exemple. Il y a d'autres exemples. Même en France, je veux dire, et pas seulement des ZAD. Bon, il y a Bure, il y a Roibon, etc. Mais c'est vrai que, par exemple, bon, lorsqu'on parle de la métropole, dans les années 70-80, je suis allé dans des bleds perdus où la métropole n'arrivait pas. Elle arrivait, bien sûr, parce qu'il y avait la télévision, à la rigueur, il y a le téléphone, mais là, maintenant, on peut dire qu'il n'y a plus aucun endroit. J'étais dans des villages perdus du Mexique où il n'y avait même pas de connexion téléphonique, dans la montagne, où c'est 3 heures de route de terre battue, et tu arrives là, tout le monde est sur Facebook. Ça va. Enfin, ils passent pas leur journée là-dessus, mais les gens sont tous sur... je veux dire, la métropole, elle arrive jusque-là, et ces tentacules, maintenant, ont couvert la totalité de l'espace. Mais c'est quand même un maillage qui devient de plus en plus lâche au fur et à mesure qu'on s'éloigne du cœur de la métropole. Et je pense que dans les espaces libres, et quand je dis les espaces, ça peut être au sens figuré, hein, les espaces libres que laisse ce maillage, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre de la métropole, là se trouvent les failles. Et le fait est que c'est un truc, nous, qu'on ne voyait pas à l'époque, l'importance, par exemple, des luttes territoriales. Bien sûr, il y avait eu le Larzac, il y avait eu Plogoff, mais c'était 2 luttes, et puis bon, en plus qui s'étaient conclues par des victoires. Enfin, quand Mitterrand était arrivé, il avait fait comme Macron avec l'aéroport, quoi. Il s'est débarrassé de la patate chaude. Mais on ne percevait pas à l'époque encore l'importance de ce truc-là. Larzac, on regardait ça un peu ironiquement, genre ouais, c'est pas ces paysans qui veulent faire du roquefort, etc. Plogoff, on avait déjà un peu plus de respect parce que c'était des Bretons, des têtes dures, ils s'étaient battus contre les flics, ils avaient défendu le territoire. Et la vérité, on ne comprenait pas vraiment les enjeux. Les enjeux, c'est encore une fois de plus, c'est les apatistes qui nous les ont fait comprendre. Parce que là, on a été dans un endroit où il y avait un territoire qu'ils avaient constitué. Parce que lorsqu'on parle de territoire, je pense qu'on se comprend bien tous, ici et toutes, c'est quelque chose qu'on crée, c'est pas quelque chose qu'on trouve là. C'est quelque chose, une façon d'habiter un lieu, de lui insuffler de la vie, quoi. Et c'est vrai que nous, à l'époque, peut-être aussi justement parce qu'on adhérait tellement à notre forme de vie qu'on n'était pas à même de saisir des choses qui commençaient. Plogoff, le Larzac, c'était les premières luttes en France, comme ça, sur du territoire. C'était les premières luttes. Et là, maintenant, on voit qu'elles se multiplient. Là, actuellement, des luttes sur le territoire, il y en a partout. En France, mais aussi dans les pays voisins. En Allemagne, il y a la forêt d'Ambar actuellement. Et je veux dire, au Mexique, par exemple, où j'ai vécu quelques années, c'est hallucinant. Il y a des luttes pour la défense du territoire partout. Partout, contre des projets miniers, contre des projets hydrauliques, contre des projets touristiques, contre des projets éoliens, etc., contre des projets de gazoducs. Il y a, en tout cas dans le sud et dans le centre du pays, il y a très peu d'endroits où il n'y a pas de lutte en défense du territoire. La lutte en défense du territoire, ça peut être aussi la lutte en défense contre les cartels de la drogue, etc., comme on a vu dans certains États. Donc c'est quelque chose aussi qui émerge au niveau de l'époque, quoi. Pas simplement en Europe occidentale qui émerge. Je parlais du Mexique, je pourrais parler de la Colombie, je pourrais parler du Pérou, etc. Et ça, c'est effectivement, ça, c'est des choses entièrement nouvelles, quoi. Des choses qui émergeaient à peine à l'époque, mais c'est vrai, moi je me rappelle au départ, les trucs antinucléaires, on ne comprenait pas trop, on disait, ouais, c'est des écolos baba cool. Pour nous, c'était un peu les mêmes gens que ceux qui avaient fait des communautés pour élever des chèvres dans la montagne. On regardait ça de haut. La vérité, maintenant, on ne regarde pas ça du tout de haut. On regarde ça, au contraire, avec respect. Moi, je suis allé pour la première fois à Longomai il y a 1 an. J'aurais pas vécu là-bas, hein, à l'époque, quand c'était un kolkhoz bolchevique, mais
Comment c'est maintenant, moi je respecte, quoi. Je respecte le travail qui a été fait, ils ont tout remonté, ils ont leurs propres ateliers de fabrication de textiles, ils font leur viande, d'ailleurs je leur en achète. Mais bon, ouais, je respecte parce ils ont créé quelque part un espace qui échappe à la logique marchande, quoi. Qui échappe pas complètement à la vérité, mais c'est déjà des pierres d'attente d'un développement futur, quoi. Hein. Les failles, elles sont là. Chose que nous ne connaissions pas, nous, à l'époque. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais à l'époque ça a eu une importance énorme, c'était la grande grève des mineurs, 83-84. Et ça a été un moment très très fort. Et c'est quelque chose qui a échoué. Quand je parlais de la grande grève des mineurs, 83-84, qui a suscité énormément de complicité en Europe, où il y avait des communautés très fortes, mais des communautés qui défendaient quelque chose qui de toute façon était en train de disparaître. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à, comme les gens du Chiapas, qui eux sont sur une logique paysanne, à durer dans le temps. Pourtant, il y avait des liens communautaires très très forts. Oui, puis c'était clair que ce qu'ils défendaient, c'était leur communauté. C'était enfin sous la forme qu'elle avait, mais ils habitaient, c'était des gens qui vivaient dans des villages, quoi. Et ce qu'ils défendaient, c'était ça principalement. C'était pas tellement le boulot à la mine. C'était clair. Hein. Oui, ça, mais ça, on l'a vu dans plein d'autres luttes ouvrières. Bon, on va aller se boire un coup.